Bon, bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau chapitre du cours agroécologie. Aujourd'hui, nous allons parler de la protection du sol. Donc, comme introduction, je vous propose de regarder cette petite vidéo sur le sol. Juste sous la surface du sol, dans l'obscurité, grouille un monde auquel nous devons presque tout. La terre nourricière, source vitale mais fragilisée, appauvrie plus que jamais par la pollution, le tassement. D'un peu partout sur la planète, des alertes sont lancées, appelant sans tarder à un changement de nos méthodes agricoles pour que le sol puisse se régénérer. Mais qu'est-ce que ce sol, si souvent méconnu? La croûte terrestre subit les effets de l'atmosphère. L'eau, l'air et la biologie altèrent la roche qui se désagrège en particules minérales de plus en plus fines, d'abord des cailloux et du sable, puis du limon et enfin de l'argile. Juste sous la surface, de la matière organique est décomposée par des bactéries, des micro-champignons et d'autres organismes formant de l'humus qui assure la fertilité de la terre et lui donne sa couleur noire. Ensemble, les constituants minéraux et la matière organique composent la base du sol, la structure dans laquelle les végétaux vont se fixer et puiser, grâce à leurs racines, l'eau et les éléments nutritifs dont ils ont besoin pour croître. Les vers de terre jouent un rôle capital dans la fertilisation naturelle du sol. Ils mélangent la terre dans leur tube digestif, où les matières organiques et minérales sont liées au cours du transit pour former des agrégats chargés en nutriments. Les vers ont également un rôle de véritables ingénieurs dans la structure du sol. Les galeries qu'ils creusent peuvent mesurer des centaines de mètres pour un seul mètre cube de terre et aménager ainsi des habitats pour d'autres organismes. En plus, élément fondamental, ces galeries assurent l'écoulement des eaux de pluie, l'aération du terrain et facilitent l'enracinement des végétaux. Car les végétaux ont besoin d'une terre poreuse et riche en nutriments pour assurer leur croissance. Mais cette terre vivante est très fragile et peut rapidement être détruite lorsque l'activité humaine est inadéquate. La pratique ancestrale du labour est aujourd'hui combattue. C'est quelques centimètres sous la surface du sol que la vie favorable à la croissance végétale s'organise. Les couches ne doivent pas être mélangées car chacune abrite une population de micro-organismes bien déterminée. Retourner la Terre place à l'air libre la vie souterraine qui est peu à même de supporter la lumière, les ultraviolets et l'atmosphère ambiante. Et la Terre, tassée sous le poids des machines agricoles, se compacte en mottes de plus en plus dures qui empêchent l'eau de s'infiltrer. On parle alors de semelles de labour où les racines peinent à s'enfoncer. Dans cette expérience, deux graines identiques sont plantées. L'une dans une terre riche, à gauche, qui a été prélevée proche de la surface du sol, la seconde à droite, dans une terre extraite d'un sol plus profond, manquant de porosité et que peu d'organismes vivants habitent. La terre riche permet aux racines de se déployer en de nombreuses ramifications qui rendront la plante plus solide. Globalement, les modes de production agricoles dont nous avons hérité mettent en péril les ressources alimentaires, l'environnement et la biodiversité. Un déboisement massif a lieu partout sur la planète, comme ici en Amazonie. À Bornéo, la culture de l'huile de palme détruit l'environnement naturel et met en danger des espèces qui y vivaient depuis des millions d'années. Pourtant, sur tous les continents, des solutions émergent parmi ceux qui cultivent la terre et tentent à converger. L'agriculture de conservation, c'est un ensemble de techniques qu'on regroupe sous 3 piliers. Le premier, c'est ne pas agresser mécaniquement le sol. Donc on va plus particulièrement éviter de labourer et éviter globalement toutes les opérations mécaniques.
Le deuxième pilier, c'est d'avoir des rotations très diversifiées. Ça veut dire au lieu de faire 2-3 cultures qui reviennent au bout de 2-3 ans, on va allonger en ayant 5, 6, 8, 10, 12 cultures, donc avec des temps de retour très différents, et ça va créer une diversité dont le sol va profiter. Et puis le troisième pilier, c'est de ne jamais laisser le sol nu. Ça veut dire que parfois pendant les cultures, sous forme associée, mais surtout entre les cultures, on va mettre ce qu'on appelle des couverts végétaux. L'agriculteur burkinabé Pierre Kientega témoigne de son expérience. Au Burkina Faso, où je suis, avec mon épouse, nous avons reçu une terre qui était complètement aride. Nous apportons de la matière organique, les feuilles mortes, la paille. Cela enrichit le sol qui reprend vie. Yvon Cholet pratique depuis une dizaine d'années l'agriculture de conservation en campagne genevoise. L'agriculture de conservation, c'est la vie du sol d'abord. Notre objectif, c'est de tout faire pour amener de la vie dans ce sol. À partir du moment où on a un sol vivant, on arrivera à produire des aliments de qualité. Les couverts végétaux ont plusieurs rôles pour éviter le lessivage des sols, c'est-à-dire venir capter tous les éléments mobiles dans notre sol qui viendraient être lessivés. Donc on va venir semer des couverts, des plantes entre deux cultures, pour pomper tous ces éléments libres dans notre sol, pour pas qu'ils partent dans la nappe phréatique ou dans les ruisseaux et ainsi de suite. Un sol, si on veut qu'il travaille, il ne doit jamais monter en température, il ne doit jamais sécher. Donc à partir du moment où il est couvert, il sera à l'ombre et protégé des rayons du soleil, ce qui va éviter la montée en température des sols. Une fois que ce couvert va être détruit, il va être mangé ou digéré par toute la vie du sol, aussi bien champignons, vers de terre, mille-pattes et tous les micro-organismes du sol. C'est très important, ils ont besoin d'avoir cette nourriture en surface. L'idée, ça serait peut-être de mettre un label sur pied pour promouvoir cette qualité de sol, un label sol vivant. Pascal Boivin, professeur à la Haute École du paysage, d'ingénierie et d'architecture à Genève, étudie la qualité des sols agricoles. Donc là, on a extrait un bloc dans une parcelle qui n'est pas en agriculture de conservation, qui est très représentative de ce qui se fait généralement, qu'on appelle conventionnel, c'est-à-dire du labour. Ça a été compliqué de l'extraire parce que ce sol, une fois sec, mais comme il est compact, devient très très dur. Mais voilà, un espèce de bloc monobloc. Je vais dégager des surfaces comme ça, complètement lisses, complètement fermées. L'eau ne va pas rentrer, l'eau ne va pas être stockée, donc il n'est pas aéré, mais il ne stocke pas d'eau non plus. Je trouve des matières organiques peu ou pas décomposées, de rares racines qui ont réussi à passer, probablement grâce à un ver de terre. Ça, c'est l'état du sol, malheureusement très représentatif de nos sols de la région. Par comparaison, le même sol, en agriculture de conservation depuis une dizaine d'années, le voilà. On n'a pas réussi à amener un gros bloc, parce qu'il s'émiette naturellement. Si je le prends, j'exerce à peine un effort. L'ensemble va se déliter et avec des agrégats qui peuvent être extrêmement poreux, extrêmement fins. Beaucoup de racines dedans, beaucoup de débris en train de se décomposer cette fois de façon très active. On est sur le très bon chemin et on a déjà fait un énorme travail. Mieux aimer la terre, c'est se rapprocher du fondamental, lieu de ralliement entre ceux qui la cultivent et nous tous, qu'elle nourrit. Voilà, alors j'espère que vous avez apprécié cette vidéo qui donne un peu une introduction générale sur le sujet. Maintenant, on va se pencher plus profondément là-dessus. Donc aujourd'hui, comme j'ai mentionné, on va parler de la protection du sol. Donc tout d'abord, on va parler de la fertilité du sol, donc revoir les bases de chimie du sol, etc. pour comprendre qu'est-ce que c'est un sol fertile, qu'est-ce que ça représente. Ensuite, on parlera des différents types de sols qu'on trouve en Afrique subsaharienne, des menaces principales qui se posent pour ces sols et des mesures qu'on peut prendre pour protéger ces sols contre les menaces évoquées. Donc le premier chapitre sur la fertilité du sol, donc nous allons revoir des bases de chimie du sol pour faciliter la compréhension du reste, donc comment les plantes puissent
tels les nutriments dans le sol, comment les nutriments se comportent-ils dans le sol, et quelles conditions influencent la disponibilité des nutriments dans le sol. Donc plus précisément, on va parler des nutriments, donc principalement de l'azote, du phosphore, du potassium et des cations basiques, de l'absorption de ces nutriments par les plantes. Ensuite, on parlera du pH, donc l'acidité du sol, et pour terminer, de la matière organique. Donc, pour partir de la toute base, pour être sûr que vous compreniez bien tout, qu'est-ce que sont les nutriments? Donc, les nutriments, ce sont des éléments nécessaires à toutes les fonctions physiologiques des plantes. On distingue deux catégories de nutriments, les macronutriments et les micronutriments, par rapport à la quantité dont la plante a besoin. Donc les macronutriments, ce sont des éléments dont la plante a besoin en grande quantité. Donc on a tout d'abord le carbone, et ensuite l'hydrogène et l'oxygène que la plante va donc trouver à travers l'eau, H2O. Ensuite on a les trois grands nutriments qui sont très importants dans l'agriculture, c'est N, l'azote, P, le phosphore, et K, le potassium. Donc c'est des nutriments dont la plante a besoin en assez grande quantité et qu'on va traditionnellement apporter à travers des engrais. Ensuite, on a le calcium, le magnésium et le soufre, qui eux, sont également très importants pour la plante, même si en quantité moindre par rapport aux six premiers. C'est aussi des éléments qu'on apporte de temps à autre à travers des engrais ciblés. Le soufre moins, puisque le soufre a tendance à être en assez grande quantité du sol dû à la pollution de l'air et donc à la déposition du soufre depuis l'atmosphère dans le sol. Ensuite, on a les micronutriments, donc qui sont des éléments dont la plante a besoin pour vivre, mais en plus faible quantité. Donc là, on a le chlore que la plante va trouver dans les sels. On a le fer, le bore, le magnésium, le zinc, le cuivre, le nickel et le molybdène. Donc maintenant, comment la plante va trouver ces nutriments? Donc le premier qu'on a mentionné avant, c'est le carbone. Donc là, la plante, comme vous savez certainement, est capable de faire une photosynthèse, donc l'inverse de la respiration que nous on fait, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir prendre le CO2 de l'atmosphère et en extraire le carbone pour créer des sucres et ensuite utiliser ces sucres comme énergie. Donc, elle puise le carbone dont elle a besoin uniquement depuis l'atmosphère et pas depuis le sol. Ensuite, on a l'oxygène et l'hydrogène et eux ensemble, comme vous le savez certainement, forment l'eau, H2O. Et donc, là, c'est dans le sol principalement que la plante va trouver ses nutriments. Elle va simplement pouvoir puiser l'eau du sol grâce à ses racines et donc se nourrir en eau. Et ensuite, les autres nutriments, la plante les puise également dans le sol. Et elle les puise dans ce qu'on appelle la solution du sol. Donc la solution du sol, c'est l'eau qu'on trouve dans le sol qui est chargée en différentes molécules. Ces molécules étant donc des nutriments. Elles peuvent être des molécules contenant de l'azote, du phosphore, du potassium, du fer, etc. Donc la plante, en fait, à chaque fois, puise l'eau du sol chargée en différents nutriments. Maintenant, un concept qui est très important quand on parle donc de nutrition des plantes, c'est la différence entre la disponibilité des nutriments et les réserves des nutriments. C'est-à-dire qu'un sol peut contenir des réserves énormes, par exemple de phosphore, mais ceci n'a pas forcément une très grande influence sur la disponibilité du phosphore pour la plante. La disponibilité du phosphore, c'est la capacité de la plante à obtenir ce phosphore. Donc on peut avoir un sol qui, dans ses particules, contient énormément de phosphore, mais ces molécules de phosphore sont coincées à l'intérieur, puisque, comme on a vu, la plante est capable uniquement de puiser les nutriments, donc par exemple le phosphore qui se trouve dans la solution du sol, donc dans l'eau du sol. Donc il peut y avoir beaucoup de phosphore dans les particules de sol, mais très peu qui se dissout dans l'eau du sol, et donc peu de phosphore au final pour la plante. Maintenant, la plante a différents moyens pour faciliter son accès aux nutriments, donc pour augmenter
la disponibilité des nutriments. Donc la première chose qu'elle est capable de faire, c'est d'augmenter sa surface racinaire, c'est-à-dire qu'elle va allonger ses racines, multiplier ses racines, allonger et multiplier ses poils racinaires, donc c'est des petites racines qui se forment sur la racine principale. Et de cette manière, elle va augmenter le volume de sol auquel elle a accès et donc augmenter les potentielles quantités de nutriments auxquels elle aura accès. Une autre chose qu'elle est capable de faire, c'est de faire une symbiose avec des mycorhizes. Donc des mycorhizes, c'est des champignons en fait. Et donc, si la plante est en manque de nutriments, elle va pouvoir initier une symbiose avec ces champignons. Et en fait, donc comme vous voyez sur la photo, là vous voyez il y a un champignon, et le champignon sous terre crée un énorme réseau de ce qu'on appelle des hyphes, qui sont donc ces cellules de champignons. Et grâce à ces hyphes, le champignon va pouvoir arriver au bord de la racine, et si la plante a un manque de nutriments et veut donc créer ces symbioses, elle va donc laisser le champignon entrer à l'intérieur. Et du coup, il y aura ensuite un échange avec le champignon. Donc le champignon va fournir des nutriments à la plante en échange que la plante va lui fournir du carbone, donc des sucres. Donc la plante avec la photosynthèse a assez de sucre, elle la donne au champignon. Et le champignon, lui qui a un énorme réseau d'hyphes, donc qui a un énorme accès à des grandes quantités de sol, va pouvoir fournir en échange des nutriments. Ensuite, une autre symbiose qu'une plante peut faire, c'est une symbiose avec les bactéries Rhizobia. Donc ça, c'est uniquement les légumineuses, donc c'est la famille du haricot. Et donc cette famille a la capacité de faire une symbiose avec la bactérie Rhizobia. Donc c'est des bactéries qui se trouvent dans le sol que la racine de la plante va englober. Et ensuite, cette bactérie Rhizobia, elle, est capable de fixer l'azote qui se trouve dans l'air et le transformer en azote sous forme soluble et de la donner à la plante. Pareil que pour la mycorhize, en échange de sucre. Et pour terminer, les racines de la plante peuvent sécréter des molécules dans le sol qui vont modifier les conditions chimiques de ce sol et qui peuvent donc faciliter la disponibilité des nutriments. Donc ça peut être les protons et les carboxylates qui permettent d'acidifier le sol et donc qui vont potentiellement dissoudre plus facilement certains nutriments liés à des particules du sol. Et sinon, ils peuvent sécréter des phosphatases qui sont des molécules des enzymes exprès pour dissoudre le phosphore qui est fixé aux particules du sol. Maintenant, une valeur qui est très importante pour évaluer la fertilité d'un sol, c'est le pH. Donc le pH, c'est la mesure de l'acidité, donc la concentration de protons dans la solution du sol. Donc c'est vraiment une valeur chimique très importante pour évaluer la fertilité d'un sol. Les sols dans les tropiques sont en général acides et si on ne prend pas de mesures pour contrecarrer ce phénomène, ont tendance à s'acidifier de manière naturelle. Donc les raisons de l'acidification des sols dans les tropiques, c'est les suivantes. Donc c'est des sols en général très vieux qui n'ont plus de calcaire dans le sol. Donc le calcaire qui est le minéral le plus important pour neutraliser l'acidité. On a souvent des pluies acides dans les tropiques, donc ensuite l'eau qui arrive dans le sol va acidifier le sol, et ceci particulièrement dans les régions industrielles et polluées. On a les organismes du sol qui, en respirant, créent des acides, et on a, comme j'ai mentionné avant, les plantes qui peuvent elles-mêmes acidifier le sol pour essayer de dissoudre des nutriments. Maintenant, qu'est-ce que ça représente un pH acide? Pourquoi est-ce que c'est un problème? Donc une des choses déjà qu'on aura avec un pH acide, c'est une fixation du phosphore. C'est-à-dire que le phosphore, donc un des nutriments les plus importants, va se retrouver coincé dans les particules de sol. Donc, je ne vais pas vous expliquer en détail pourquoi, c'est assez compliqué au niveau de la chimie du sol, mais si ça vous intéresse, vous pouvez lire dans le polycopier, c'est expliqué beaucoup plus précisément. Mais du coup, un pH acide peut causer une déficience en phosphore pour la plante. Ça va aussi créer une faible capacité d'échange cationique. Donc à nouveau, c'est un terme technique assez compliqué. Si ça vous intéresse, vous pouvez lire dans le polycopier. Mais donc, le pH acide va également causer une
déficience en cations basiques, donc le potassium, l'ammonium, le magnésium, le calcium. Et finalement, un pH acide, c'est un milieu inhospitalier pour les organismes du sol qui ne supportent pas cette acidité. Maintenant, un pH basique a aussi des aspects négatifs. Donc, avec un pH basique, on aura des déficiences en cuivre, zinc et manganèse. Et avec un pH trop acide, on aura également des déficiences en phosphore. Par contre, on aura une forte capacité d'échange cationique, donc c'est-à-dire on aura une forte disponibilité du calcium, du magnésium, du potassium, etc. Et on aura les métaux lourds toxiques qui seront fixés et qui vont donc ne pas se retrouver dans la plante et pas donc intoxiquer nos produits. Pour résumer, on peut regarder ce diagramme de la disponibilité des nutriments. Donc on voit qu'avec un pH acide, donc à gauche, le pH le plus bas, on a des déficiences en phosphore, en azote, en potassium, en calcium, en magnésium, même en manganèse, bore, cuivre. Donc on voit qu'avec un pH acide, on a beaucoup de déficiences de nutriments. Et avec le pH très basique, on a des déficiences en fer, en manganèse, en cuivre, zinc et au phosphore aussi. Et donc c'est vraiment avec un pH neutre, autour du pH neutre, donc qui est de 7, qu'on a la meilleure disponibilité de la plupart des nutriments. Donc plus précisément, on dit que c'est avec un pH entre 6 et 7 qu'on a le meilleur sol pour la culture des plantes. Donc en Afrique, un pH entre 6 et 7, c'est vraiment excellent dans les tropiques. En général, on a souvent des sols plus acides que ça. Voilà un petit aspect que je voulais encore évoquer, donc à nouveau pour faciliter la compréhension par la suite, c'est la surface spécifique. Donc la surface spécifique correspond à la taille de la surface par masse de sol, donc mètre carré par gramme. Donc pour comprendre plus facilement, vous pouvez regarder le schéma à droite. Donc on a différents types de particules de sol de différentes tailles. Les plus grandes qu'on a, c'est le sable. Ensuite, on a les limons. Et ensuite, on a les argiles. Donc sable, sand, limon, silt et argile, clay. Et on voit par exemple, si on compare coarse sand et fine sand, donc si on compare des gros grains de sable et des grains de sable fins, vous voyez que sur la même surface de sol, on a beaucoup plus de grains plus petits, logiquement. Et ça veut dire qu'on a aussi une beaucoup plus grande surface. Donc si vous faites un peu le tour de toutes les particules à gauche, vous faites vite le tour. Il y a très peu de surface à disposition, alors qu'à droite, il y en a déjà beaucoup plus. Et en bas, dans le limon et l'argile, donc on voit pas, c'est pas assez zoomé, mais vous avez des surfaces qui sont infiniment plus grandes. Et donc en fait, ça c'est la raison principale pourquoi l'argile est capable de retenir beaucoup plus d'eau, beaucoup plus de nutriments, parce qu'elle a beaucoup plus de surface à laquelle peut s'accrocher l'eau, à laquelle peuvent s'accrocher les nutriments. Ensuite, on parle dernier concept à évoquer avant de passer aux choses plus concrètes, c'est la matière organique du sol. Donc la matière organique du sol, c'est toute la matière du sol qui est d'origine vivante et donc qui est composée principalement de carbone et également d'oxygène, d'azote et d'hydrogène. Mais ce qui la différencie complètement du minéral, c'est la composition de carbone. Et cette matière organique, donc en général, c'est comme vous avez vu dans ce film, c'est cette partie du sol qui est foncée et qui est presque noire. Donc, en général, on la retrouve en haut du sol, comme vous voyez sur ce petit schéma. L'horizon haut, en fait, c'est la matière organique non décomposée, donc tous les feuilles, etc., qui tombent sur le sol. Et l'horizon A, c'est donc vraiment cette matière organique du sol, donc les feuilles, etc., qui ont été décomposées et qui forment donc cet humus, ce sol noir. Et donc cette matière organique, elle est primordiale pour la fertilité du sol et la nutrition des plantes. Premièrement parce qu'elle offre une très grande surface spécifique. Donc ça, on vient de voir ce que ça représente. Donc ça offre de nombreuses possibilités de liaison pour des molécules. Et donc c'est vraiment un réservoir de nutriments pour la plante. Et c'est aussi quelque chose qui va retenir tous les nutriments qu'on va ajouter de manière différente. C'est quelque chose qui va retenir l'eau et qui va ensuite la fournir à la plante. Cette matière organique, elle a aussi un rôle essentiel au niveau de la physique du sol, puisque
la matière organique crée des tissus et des agrégats. Et donc, c'est ce qu'on appelle ce complexe argilo-humique. Donc, ça veut dire que la matière organique, en faisant des liaisons avec les argiles, va vraiment créer une sorte de ciment dans le sol pour le stabiliser. Et donc, elle a vraiment un rôle essentiel pour la création et le maintien d'une structure de sol stable. Et pour terminer, la matière organique, c'est du carbone, donc c'est une source d'énergie essentielle à la vie du sol que les microbes et les insectes peuvent consommer. Et ça, c'est essentiel, par exemple, pour la décomposition des apports organiques et donc la nutrition des cultures. Maintenant, j'ai juste évoqué la dynamique de la matière organique. Donc, ça veut dire comment est-ce que cette matière organique se comporte dans le sol. Donc, c'est toujours un cercle, en fait, qui est, si possible, fermé. Donc, on a des apports dans le sol et on a des pertes. Donc, au niveau des apports, en fait, tout ce qui est organique qui tombe sur le sol va apporter à la matière organique. Donc, ça peut être les résidus de plantes, donc les feuilles qui tombent, les tiges, les racines, une fois que la plante meurt, les fruits qui restent sur le sol. Et ça peut être les défécations animales, donc si les animaux défèquent sur le sol, ça apporte évidemment de la matière organique. Donc ils peuvent le faire directement ou ça peut simplement être quand on apporte du fumier ou du purin, on ramène cette matière organique des animaux sur le sol. Et de l'autre côté, donc quand cette matière organique arrive dans le sol, c'est une matière organique non décomposée qui est le fumier qui sont les feuilles, elle va se décomposer et former donc l'humus. Ensuite, cet humus va encore se décomposer, se minéraliser et donc c'est un cycle de cette manière. Et donc l'humus va se minéraliser, se transformer en molécules minérales que la plante va pouvoir prendre et le reste va partir sous forme de CO2. Donc là, on a déjà un cercle. Et en plus de ça, on a des pertes plus importantes qui peuvent avoir lieu par l'érosion. Donc la pluie qui va entraîner des particules de matière organique, par exemple. Donc comme j'ai mentionné avant, donc la minéralisation de la matière organique, c'est la décomposition de la matière organique par les organismes du sol qui vont donc consommer en fait cette matière organique et produire d'un côté du CO2 qui va partir dans l'atmosphère et de l'autre côté des molécules assimilables par la plante, par exemple des nitrates, des phosphates, qui vont permettre en fait de nourrir la plante. Donc c'est quelque chose d'essentiel pour nourrir la plante, mais ça doit rester en équilibre. Si cette minéralisation est beaucoup trop forte, elle va produire beaucoup trop de molécules que la plante ne va pas réussir à prendre et toutes ces molécules vont partir. Et si on ne compense pas ces pertes, on va donc perdre notre matière organique, perdre notre réservoir de nutriments, perdre notre ciment dans le sol, etc. Et donc cette minéralisation va être trop forte si elle est en contact avec l'air. Elle va être plus forte dans un climat chaud et humide. Donc dans un climat chaud et humide, si on ne prend pas de mesures pour freiner ce processus et pour compenser les pertes, on va perdre toute la matière organique de notre sol en quelques années. Donc ça, on peut observer typiquement dans un sol de forêt tropicale où il y a vraiment un équilibre entre les feuilles qui se décomposent, l'arbre qui récupère les nutriments, etc. Et dès qu'on enlève la forêt, on a beaucoup de matière organique, un sol très fertile, on plante des choses et après 10 ans, on a perdu toute notre matière organique, on se retrouve avec un sol complètement infertile. Une autre chose qui va causer une perte de matière organique, qui va causer la minéralisation de la matière organique, ce sera un apport d'engrais minéral. Et ceci, c'est parce qu'en fait, si on apporte un engrais minéral, donc si on apporte des nutriments sous forme minérale, donc de l'azote, du phosphore, du potassium, sous forme qui ne contient pas de carbone, en fait, on va nourrir les organismes du sol avec les nutriments dont elles ont besoin, sauf le carbone. Et du coup, les organismes du sol, nourris par autant de nutriments, vont prendre le carbone du sol, le décomposer. Et donc, c'est ce qu'on appelle un priming effect. Donc, le fait d'apporter ces engrais, ça va soutenir ces organismes qui vont décomposer encore plus rapidement le carbone. Et donc, on peut perdre rapidement toute notre matière organique. C'est pour ça que si on veut préserver notre sol, il est toujours essentiel d'apporter un apport organique en même temps d'un apport minéral si on fait cet apport minéral, puisqu'avec l'apport organique, donc on va compenser les pertes causées par l'apport minéral.
Un dernier concept lié à la matière organique qu'on a, c'est donc le rapport CN. Donc, le rapport CN, on peut l'utiliser pour décrire un sol ou bien pour décrire n'importe quoi qui est organique, donc une plante, du fumier, etc. Donc c'est une valeur qui nous renseigne sur le rapport entre le carbone et l'azote dans cet amendement ou dans le sol. Donc pour les calculer, simplement on divise la concentration de carbone par la concentration d'azote. Et donc un rapport CNO, ça veut dire qu'on aura beaucoup de carbone et peu d'azote. Donc ça veut dire un rapport CN en dessus de 20. Et ça peut causer ce qu'on appelle, on verra la semaine prochaine, une fin d'azote. Donc c'est l'inverse du priming effect que j'ai évoqué avant. C'est que si votre sol a un rapport CN trop haut, la plante ne va pas bien pousser car elle n'aura pas assez d'azote. Pareillement, si vous apportez un amendement, par exemple de la paille qui contient trop de carbone et pas assez d'azote, vous allez apporter beaucoup de carbone à votre sol. Et du coup, les organismes du sol auront tous carbone, mais pas l'azote. Donc, ils vont prendre l'azote dans les réserves du sol et la plante n'aura pas cet azote. Donc, c'est ça qu'on appelle une fin d'azote. Maintenant, un rapport CN bas, donc qui est l'inverse, donc en dessous de 15, ça va faire l'inverse, c'est-à-dire que vous allez apporter beaucoup d'azote et peu de carbone, donc les organismes du sol vont être soutenus par cet apport d'azote et vont donc utiliser les réserves de carbone du sol, et donc vous allez perdre votre matière organique du sol, donc perdre la fertilité de votre sol. Donc un rapport CN idéal, on dit qu'il est entre 15 et 20, puisqu'il permet de couvrir les besoins en azote pour permettre une bonne décomposition de la matière organique, ni trop rapide, ni trop lente. Donc voilà, on a un peu terminé pour les bases sur la fertilité du sol. Donc j'espère que si vous voulez aller plus dans les détails, lisez ce chapitre dans le polycopier où c'est expliqué très précisément. Maintenant, nous allons parler donc des différents types de sols qu'on peut trouver en Afrique subsaharienne. Voilà, alors le premier type de sol qu'on trouve beaucoup dans les tropiques, ce sont les sols ferralitiques. Donc, ce qu'il faut déjà savoir, c'est que les sols des zones de savane et de forêt d'Afrique subsaharienne ont subi pendant des millénaires l'influence d'un climat chaud et humide et de pluies intensives. Donc c'est des sols très vieux qui ont subi justement pendant des millénaires une altération chimique et physique de la roche-mère et des minéraux primaires. Donc tout a été altéré et lessivé. Donc le deuxième point qui vient, c'est ce lessivage constant des minéraux secondaires produits par ce processus. Et donc, on a d'abord eu la perte de tous les minéraux alcalins, donc le calcaire, etc. Et donc une perte de capacité à neutraliser l'acidité, et donc une acidification. Et on a également eu, donc avec ce lessivage constant, les nutriments qui ont été produits par donc l'altération ont toujours été lessivés. Du coup, on a des sols très appauvris. Donc au final, ça veut dire qu'on a des sols où il reste principalement du quartz, des oxydes et des argiles inaltérables. Donc il reste vraiment que ce qu'on pourrait dire des minéraux morts. Donc c'est des minéraux qui ont des très faibles charges de surface et donc qui ont une très faible capacité à retenir l'eau et les nutriments. Et ce sont souvent des sols qui ont également une forte capacité à fixer le phosphore, donc à le garder coincé dans les particules de sol, et donc ça représente une faible disponibilité du phosphore également. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les sols ferralitiques ou les ferralsols, donc ces sols très rouges contenant beaucoup de fer, donc d'oxyde de fer, comme vous voyez sur la photo à droite. Dans les régions où on a une alternance de périodes sèches et humides, on peut aussi avoir un lessivage des argiles vers des horizons plus profonds. Donc c'est comme vous voyez ce sol à droite avec ce côté un peu pâle du sol dans le deuxième horizon et ensuite plus foncé plus profondément. Donc c'est des sols qui sont très pauvres en argile en surface et où les argiles sont en fait accumulées plus profondément. Donc c'est également des sols qui ont une faible capacité de rétention d'eau et des nutriments, mais qui ont sinon des meilleures caractéristiques chimiques, une meilleure disponibilité du phosphore et des nutriments en général. Donc c'est ce qu'on appelle dans la classification internationale des acrisols ou des lixisols.
Ensuite, dans des endroits où on a une très forte alternance de périodes sèches et humides, donc par exemple dans les régions sahéliennes ou au nord du Cameroun, ou alors dans les zones de stagnation, on peut avoir, grâce à cette alternance, les oxydes de fer, donc c'est ce couleur orange que vous avez vu sur les sols précédents. Ces oxydes de fer peuvent former des concrétions qui deviennent d'abord molles, puis de plus en plus dures, pour former vraiment presque des cailloux, c'est ce qu'on appelle des latérites. Et ensuite, ces latérites peuvent même se cimenter pour former un bloc complet, comme vous voyez sur la photo à droite. Donc c'est des sols qui sont aussi très vieux, appauvris avec peu de nutriments, souvent une forte fixation du phosphore. C'est ce qu'on appelle en français des sols ferralitiques pétrifiés, ou les plantosols dans la classification internationale. Et c'est aussi des sols qui peuvent être très difficiles à gérer dû à ces cailloux, donc au niveau du travail du sol, au niveau de la stagnation de l'eau, ça peut être très difficile. Dans les tropiques, on trouve aussi des sols qui sont beaucoup plus fertiles, par exemple le combisol, donc la terre brune, donc des sols qui ont été beaucoup moins altérés et qui du coup ont une bonne disponibilité de nutriments. Et pareil pour le nitisol, qui est aussi un sol très rouge comme vous voyez à droite. Donc pour conclure un peu sur tous ces différents sols des tropiques, ces sols tropicaux ont des horizons minéraux qui sont très peu capables de retenir l'eau et les nutriments, qui ont une faible capacité d'échange cationique, donc ça veut dire qu'ils ont une faible disponibilité du calcium, du magnésium et du potassium. Ce sont des sols qui souvent bloquent le phosphore, donc faible teneur de disponibilité des nutriments. C'est des sols acides. Et donc pour conclure, les horizons minéraux ne sont pas vraiment capables de nourrir la plante de manière suffisante, et donc la matière organique est d'importance cruciale pour la nutrition des plantes, puisque la matière organique va pouvoir retenir l'eau et les nutriments, va offrir une forte capacité d'échange cationique, donc va fournir du potassium, du calcium, du magnésium, va servir de réservoir de nutriments, va servir à neutraliser l'acidité et à fournir le phosphore aux plantes sans qu'il soit fixé. Donc, cette matière organique est d'autant plus importante dans les sols tropicaux. Et donc, on va voir maintenant parmi les menaces pour ces sols tropicaux, elle est vraiment au centre de notre attention. Donc, comme j'ai dit, le danger vraiment principal pour les sols africains, c'est la perte de matière organique. Et c'est une tâche très ardue puisqu'on a vu, on a un climat chaud et humide et on a des pluies très fortes. Donc, ça veut dire qu'on aura une forte décomposition de la matière organique et on aura un risque fort d'érosion et de lessivage. Et donc ça veut dire que si on n'a pas en fait une forêt, on doit prendre des mesures pour protéger notre sol, pour protéger la matière organique de ce sol. Sinon, on aura obligatoirement une perte de matière organique, une perte de fertilité. Et donc, on doit protéger ce sol et on doit toujours penser à compenser les pertes. Donc ça veut dire qu'on doit toujours réaliser un apport organique. Donc on va voir, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette étude du premier chapitre, quels sont les risques majeurs pour les sols en Afrique. Donc le premier risque, c'est l'érosion. Ensuite, on a la minéralisation de la matière organique, donc cette décomposition de la matière organique en fait. Ensuite, on a le minage du nutriment, qui est en fait le fait d'utiliser les nutriments du sol sans les rapporter. Donc c'est similaire à la perte de matière organique, mais c'est concentré sur les nutriments, sur l'azote, le phosphore, etc. Et pour terminer, on a l'acidification qui est un risque pour les sols africains. Donc le premier danger qu'on a évoqué, c'est la minéralisation de la matière organique. Comme j'ai déjà mentionné, le climat chaud et humide n'aide pas. C'est aussi lié à l'absence de fertilisation organique. Donc vous avez de toute façon des pertes qui peuvent être même très importantes dans le climat chaud et humide. Et si vous ne compensez pas ces pertes, évidemment vous ne compensez pas ces pertes, donc vous perdez toujours de la matière organique. Donc c'est quelque chose qui est souvent un problème en Afrique, c'est que les gens n'apportent pas assez d'amendements organiques pour compenser les pertes qu'ils ont dans leur sol. La minéralisation est aussi causée par un sol exposé à l'air, donc un sol nu, un sol ou alors un sol retourné qui va du coup aussi se retrouver à l'air, par exemple après un labour.
Une autre cause de la perte de matière organique, c'est le priming effect qu'on a évoqué avant, donc le fait d'utiliser des engrais minéraux sans être en combinaison avec des engrais organiques, donc qui cause un effet de minéralisation accélérée de la matière organique. Et pour terminer, donc le brûlis, les feux de forêt, de savane, brûlent également la matière organique. Le deuxième danger, donc ce minage des nutriments, donc c'est le fait d'utiliser la plante va puiser des nutriments dans le sol et ensuite vous allez manger, vous n'allez pas forcément rapporter ces nutriments dans le sol si vous ne fertilisez pas avec un engrais minéral ou organique. Donc ce minage des nutriments est lié à une fertilisation inexistante ou insuffisante. Troisième danger, l'érosion et le lessivage. Donc on a vu ça lors du premier chapitre. L'érosion, c'est le fait que la pluie ou le vent emmène des particules entières de sol. Donc comme vous pouvez voir sur cette photo, vous perdez beaucoup de sol, donc vous perdez aussi beaucoup de matière organique. On se retrouve avec quelque chose comme ça, où il reste seulement les endroits où les racines des arbres maintiennent le sol. Il y a encore du sol, sinon tout est parti. Et donc ça amène à une vraie désertification. Donc l'érosion est liée à des pluies intensives. Ça, on ne peut pas vraiment y faire quelque chose. Mais elle est aussi liée à une faible couverture du sol ou un sol nu. Donc avec un sol toujours couvert, vous allez complètement limiter l'érosion. Elle est liée à un sol retourné, où là vous allez détruire la structure du sol plus vous l'exposez à l'air libre. Donc ensuite quand il pleut, l'eau va emporter les particules de sol. L'érosion est liée à l'absence de mesures anti-érosion. Donc on verra après, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour limiter l'énergie de la pluie, pour limiter l'intensité de cette érosion. Une matière organique du sol insuffisante, puisque comme on a vu, la matière organique du sol sert de ciment. Donc un sol très faible en matière organique sera plus sujet à l'érosion. Et pour terminer, donc le brûlis, les feux, puisque là, avec le feu, vous allez complètement exposer votre sol. En plus, vous allez brûler sa matière organique, donc de déstabiliser. Et ensuite, s'il pleut, tout va partir. Le dernier danger pour les sols, c'est cette acidification. Donc, on a vu, est déjà naturelle à cause de la pluie, l'absence de capacité tampon des sols et les sécrétions d'exudats acidaires des plantes. Ensuite, il y a des choses plus artificielles qui amènent à cette acidification. Ça peut être une rotation trop chargée en légumineuses, donc la famille du haricot, qui, comme on a vu, peuvent sécréter beaucoup d'exudats racinaires acides pour faciliter l'assimilation des nutriments. Ensuite, une fertilisation minérale, donc des engrais minéraux chimiques vont acidifier le sol suivant lesquels vous utilisez. Mais donc, si vous utilisez par exemple l'ammonium et le triple phosphate, vous allez acidifier le sol. L'absence de mesures pour faire remonter le pH, donc ça peut être soit la chaux, donc le calcaire, ou la fiente de poulet, qui a un très bon effet pour faire remonter le pH. La perte de matière organique, puisqu'on a vu la matière organique sert de tampon pour neutraliser l'acidité. Et pour terminer, le brûlis cause aussi, donc les feux causent également une acidification du sol. Je vais juste parler un peu plus précisément du brûlis pour voir à quel point c'est problématique. Donc le brûlis, donc les feux de forêt, les feux de savane exprès artificiels pour ensuite cultiver. Donc déjà, ça cause une très forte minéralisation de la matière organique du sol. Donc tout ce que vous brûlez, vous allez également brûler la matière organique du sol. Et donc vous allez perdre une grande partie de cette matière organique. Vous allez perdre aussi beaucoup de nutriments. Donc on estime que pendant un feu contrôlé, jusqu'à 75% de l'azote que vous avez dans votre système va être volatilisé, donc va partir dans l'air, et 50% du phosphore. Donc vous perdez énormément de nutriments et donc de fertilité à long terme. Vous avez toujours l'impression que c'est bon pour la fertilité du sol, parce que tous les nutriments qui vont rester seront sous forme très soluble et la plante va pouvoir les prendre très rapidement et pousser très vite, mais la grande majorité aura disparu. Et ensuite, après le feu, vous avez un risque beaucoup plus haut d'érosion et de lessivage à cause du fait que le sol est nu. Et pareil, vous avez un plus fort risque de minéralisation de la matière organique du sol. Donc voilà, maintenant qu'on a fait un peu le tour des menaces pour ces sols africains, nous allons voir qu'est-ce qu'on peut faire pour les protéger.
Alors pour protéger le sol, on va commencer par fixer 5 objectifs principaux qu'on doit faire pour protéger le sol. Et ensuite, on va voir quelles mesures concrètes on peut faire qui répondent à un ou plusieurs de ces objectifs. Donc ces objectifs, numéro 1, c'est protéger le sol et sa matière organique de la pluie, pour éviter le lessivage et l'érosion. 2, c'est protéger le sol et sa matière organique de l'air, pour éviter la minéralisation de la matière organique accélérée et pour éviter des pertes d'azote par volatilisation. L'objectif numéro 3, c'est d'ajouter de la matière organique pour compenser les pertes de matière organique qui existent de toute manière. L'objectif numéro 4, c'est d'ajouter des nutriments pour compenser les pertes de nutriments ou les exportations de nutriments. Donc, exportation de nutriments, ça veut dire votre plante prend de l'azote, vous la vendez et du coup l'azote, vous l'avez vendu, il va être mangé par quelqu'un, il ne va pas revenir sur votre champ, donc il faudra apporter de l'azote d'un autre endroit pour compenser cette perte. L'objectif numéro 5, c'est d'augmenter ou de stabiliser le pH pour éviter une acidification de votre sol. Donc maintenant, on va voir les mesures qu'on peut prendre qui répondent à plusieurs de ces objectifs. Donc d'abord, les associations de culture. Ça permet une optimisation de l'utilisation de l'espace, donc une meilleure couverture du sol. Donc ça va vous protéger votre sol de la pluie et ça va vous protéger votre sol de l'air. Ça va autant marcher dans l'espace que dans le temps. Donc vous pouvez aussi, si vous associez une culture lente au démarrage avec une culture rapide, vous aurez la culture rapide qui va couvrir votre sol en attendant que votre culture lente grandisse. Ça permet également, on peut associer des arbres par exemple qui eux vont encore mieux protéger votre sol des gouttes de pluie. Et vous pouvez associer des cultures destructrices qui, si vous cultivez tout seul, seraient mauvais pour votre sol, avec des cultures qui vont protéger le sol et diminuer cet aspect négatif de la culture. Donc un peu pour illustrer ça, là vous avez la différence entre une association à gauche de courge, igname, pois cajan, où vous voyez que le sol est extrêmement bien couvert. Là vous n'aurez aucune érosion, les gouttes de pluie vont être interceptées bien avant. Et à droite, une monoculture de maïs où là vous voyez beaucoup d'espace, beaucoup de sol, où s'il pleut, le sol va facilement être emporté par la pluie. Ensuite, une autre chose qu'on peut faire, c'est des rotations de culture. Donc c'est le même principe que les associations, mais plus dans le temps que dans l'espace. Ça veut dire que vous allez chaque année cultiver quelque chose de différent. Et ça va vous permettre de cultiver le sol en tout temps, premièrement. Donc si vous faites une rotation intelligente, vous allez pouvoir toujours prévoir quelque chose. Donc même si ce n'est pas une culture, vous prévoyez une culture de couverture. Donc un peu comme on a vu sur la vidéo d'introduction au début. Vous cultivez juste une culture, juste une plante pour couvrir le sol. Idéalement une plante qui a un autre effet bénéfique pour protéger votre sol donc dans le temps. Cette rotation va aussi permettre d'alterner des cultures gourmandes et moins gourmandes, donc des cultures qui vont puiser beaucoup de ressources dans votre sol. Ensuite, vous allez mettre une culture qui régénère ou qui demande peu de ressources. Pareil qu'avant, vous pouvez alterner les cultures destructives et régénératrices. Donc si vous avez cultivé une culture, par exemple comme le manioc qui détruit beaucoup votre sol, vous avez la possibilité de l'associer avec quelque chose qui protège le sol, mais vous pouvez aussi laisser faire et ensuite, après coup, cultiver dans votre rotation une culture qui va régénérer le sol et compenser les dégâts causés par le manioc. Et ça vous permet aussi d'alterner des cultures avec des besoins nutritifs différents et donc d'éviter de toujours utiliser la même ressource du sol. Donc, ce qui est important pour protéger le sol dans une rotation, c'est toujours d'éviter de laisser le sol nu. Donc si vous avez du temps de culture, vous semez un engrais vert, donc une culture de couverture, ou vous faites un paillage, donc vous mettez de la paille pour protéger le sol. Quelques recommandations pour une rotation efficace par rapport à la fertilité du sol. Donc vous allez toujours cultiver, commencer par la culture la plus exigeante, la plus destructive, et terminer par la culture moins exigeante. Toujours couvrir le sol, comme j'ai dit avant, ça protège contre l'érosion, contre le lessivage et contre la perte de matière organique. Semez une culture de couverture si vous n'avez pas de culture prévue.
Et prévoir un engraveur, donc une culture vraiment régénératrice, au moins tous les 4 ans. Donc, dans votre rotation, selon les types de plantes, selon leur famille que vous allez cultiver, vous avez différentes exigences et différentes implications pour le sol. Donc, vous avez les graminées, donc qui est la famille des céréales. Ce sera des cultures qui seront exigeantes en azote et en phosphore. Au niveau de la protection du sol, c'est intéressant car elles ont un système racinaire très puissant. Donc elles vont pouvoir aller chercher des nutriments dans les couches plus profondes, donc des nutriments qui ont été lessivés, et donc de ce fait les recycler. Elles produisent énormément de biomasse, que ce soit racinaire ou aérienne, donc ça vous permet de produire beaucoup de matière organique. Donc si vous le managez de façon intelligente, ça peut vous permettre d'entretenir votre matière organique du sol et donc votre fertilité. C'est pour ça que vous pouvez utiliser des graminées vraiment comme engrais vert et pas uniquement comme culture. Donc un engrais vert, c'est une culture, une plante dont le but est de régénérer, de fertiliser le sol et pas de produire quelque chose. Ensuite, on a les légumineuses qui sont intéressantes. Elles sont très peu exigeantes à part en phosphore. Et surtout, elles n'ont pas besoin d'azote puisque comme on a évoqué au début du cours, elles sont capables de faire une symbiose avec des bactéries qui vont fixer l'azote pour elles. Et donc, elles vont obtenir l'azote de l'atmosphère. Et donc, c'est très intéressant pour enrichir le sol en azote. Puisque ça vous fait un input d'azote depuis l'atmosphère dans le sol à travers cette bactérie et la légumineuse. Et donc on peut beaucoup les utiliser de cette manière comme engrais vert. Ensuite, je vais juste parler des cultures souterraines. Donc tout ce qui implique que soit pour le semis, soit pour la récolte, vous avez besoin d'ouvrir le sol. Et donc ça, c'est problématique pour le sol puisque ça implique un intensif retournement du sol et donc pendant un moment une faible couverture du sol. Donc ça va causer des risques d'érosion, de lessivage, de perte de matière organique. Et donc c'est pour ça que c'est souvent des cultures destructives. Donc par exemple le manioc, l'igname, la pomme de terre. À part la patate douce qui déjà se plante avec des boutures et de deux fait une excellente couverture du sol. Et donc compense un peu l'effet négatif de la récolte où vous allez devoir tout retourner. Mais si vous voulez quand même les cultiver, vous pouvez simplement les cultiver en les associant ou en les alternant avec des cultures régénératrices, des légumineuses ou des engrais verts. Et évitez par contre de les cultiver plus d'une année sur 4 si vous voulez préserver votre sol. À part si vous prenez des mesures très très fortes, avec du paillage, des cultures associées, avec un système d'agroforesterie, où là vous pourriez imaginer les cultiver une année sur 2. Comme autre mesure de protection, on aura le paillage, qui est le fait de mettre de la paille, de la biomasse de plantes sur le sol pour le couvrir. Donc ça va protéger votre sol de la pluie et de l'air. Ça va permettre également de maintenir l'humidité, de limiter l'enherbement et de servir de refuge pour de nombreux organismes bénéfiques. Donc ça, c'est des aspects positifs qui n'ont rien à voir avec la protection du sol, mais qui sont quand même intéressants. Comme mesure, vous pouvez utiliser les engrais verts. Donc un engrais vert, comme j'ai mentionné avant, c'est une culture que l'on cultive dans le but de protéger et régénérer le sol, et pas dans le but de produire quelque chose. En général, c'est des cultures qui produisent beaucoup de biomasse, qui vont permettre donc de créer beaucoup de matière organique du sol. Souvent des cultures qui vont mobiliser les nutriments dans le sol, qui vont pouvoir aller chercher des nutriments très loin dans le sol, et qui sont donc intéressantes. Et si c'est des légumineuses, elles vont donc aussi trouver l'azote dans l'air et faire un input d'azote de cette manière. Ensuite, il vous faut rendre ces nutriments à la terre pour que ça soit intéressant. Donc ça, vous pouvez le faire. Donc les nutriments et la matière organique créée, vous devez ensuite l'apporter dans le sol pour créer cette matière organique du sol. Et ça, vous pouvez le faire en compostant cette biomasse, en nourrissant les animaux avec ce qui va produire du fumier, ou simplement en faisant du paillage. Et du coup, tout ça, ça va faire un apport de matière organique et de nutriments, et donc compenser les pertes de matière organique et les exportations de nutriments. Ensuite, une mesure essentielle, c'est une fertilisation adaptée. Donc, fertiliser de manière à ce que ça corresponde aux besoins de la culture. Si vous fertilisez pas assez au niveau des nutriments, vous allez faire un minage des nutriments de votre sol, vous allez perdre des nutriments de votre sol, donc perdre la fertilité. Si vous fertilisez trop
vous risquez d'avoir ce priming effect que j'ai mentionné. Donc si vous amenez trop de nutriments, vous risquez d'accélérer la minéralisation de la matière organique. Et surtout, ce qui est important dans la fertilisation, c'est de ne pas uniquement apporter un engrais chimique, toujours apporter l'engrais chimique avec un engrais organique pour compenser les pertes de matière organique créées par l'apport d'engrais chimiques. Ensuite, ce qui a été beaucoup mentionné dans la vidéo introductive, pour protéger votre sol, vous pouvez faire un travail du sol conservateur. Donc ça, à nouveau, ça va garder votre stabilité, ça va protéger votre sol de l'air et de la pluie. Donc ça veut dire que vous allez travailler le sol de manière très superficielle, idéalement pas du tout, donc ce qu'on appelle du semi-direct. Et sinon, plutôt localement, à l'endroit où vous plantez la graine ou le planton, essayez vraiment de diminuer votre attaque sur le sol. C'est difficile à faire si vous avez une croûte qui se forme. Et pour éviter cette croûte, il vous faut toujours avoir un sol couvert. Donc comme j'ai dit, ce qui est important, c'est de limiter le plus possible l'intensité du travail du sol. Donc idéalement, travailler plutôt à la main ou avec de la traction animale, pas avec des machines. Et de ne pas aller trop profond, idéalement pas dépasser les 10 cm. Donc là, vous avez un peu un schéma qui vous montre la différence à gauche entre un sol qui n'est jamais labouré, où vous avez vraiment le profil naturel du sol avec une bonne aération, un bon écoulement de l'eau, une bonne pénétration des racines, et à droite un sol labouré avec une semelle de labour très tassée et ensuite une croûte à la surface. Comme mesure, vous pouvez planter des haies, soit autour de vos parcelles ou autour de vos champs. Et ça va vous permettre de limiter le ruissellement et donc de limiter l'érosion. Ça va vous permettre aussi de limiter le lessivage, puisque donc c'est des arbres, ils vont aller récupérer des nutriments profonds que vous allez ensuite pouvoir récupérer à travers leur feuillage. Donc, comme je dis, vous pouvez les mettre autour des parcelles et ça va vous permettre de garder l'eau et de protéger votre sol dans la parcelle. Idéalement, vous les placez perpendiculairement à la plante. Les haies ont d'autres avantages pas liés à la fertilité du sol. Par exemple, ça améliore la biodiversité, ça produit du fourrage. C'est une barrière contre les ravageurs et les aléas climatiques. On a également les cordons pierreux qui sont similaires aux haies au niveau de leur effet, mais de manière morte. Donc ils vont limiter le ruissellement à l'érosion, ils vont garder l'eau dans votre parcelle. Et donc ça c'est surtout intéressant dans des endroits très arides pour garder l'eau dans vos cultures. Et pour terminer, pour éviter une acidification de votre sol, limitez les apports d'engrais chimiques. Si vous le faites, privilégiez les engrais azotés sous forme de nitrate ou d'urée et pas les engrais sous forme d'ammonium puisque c'est un acide. Évitez les apports d'engrais phosphore et chimiques comme le triple phosphate puisque ce sont des acides. Et donc surtout privilégiez les engrais organiques et spécialement la fiente de poulet qui est capable de basifier votre sol, donc de complètement neutraliser l'acidité. Protégez votre matière organique, essayez de l'augmenter puisque c'est un rôle de tampon. Vous pouvez appliquer de la chaux qui va neutraliser votre acidité, mais ça peut être coûteux et difficile à trouver. Et ne pas surcharger votre rotation en légumineuses pour terminer. Donc voilà pour ce chapitre assez compliqué et technique, je crois, sur la protection du sol. La semaine prochaine, on parlera plus précisément de la fertilisation des cultures. Donc à la semaine prochaine et bonne soirée.